C'est lancé. Moi, qu'est-ce que je pense, l'idée de le territoire, pour moi, ça dépasse les frontières. Pour moi, un territoire, c'est quelque chose où que les gens qui y vivent ont une certaine affinité, soit au niveau de la production, soit au niveau social, soit au niveau culturel. Donc, la frontière nationale n'existe pas, selon moi, dans le territoire. La région, c'est toujours une région à l'intérieur d'une question nationale, mais le territoire, ça déborde le national. Et je pense qu'il faut aller de ce côté-là. Ça veut dire, à quelque part, parce que je suis un peu partie prenante de la déconstruction de l'État-nation, puis je pense qu'on vit dans une époque où les souverainetés sont de plus en plus perforées, fait que finalement, je pense qu'on peut envisager des alliances territoriales au-delà des frontières. Les auteurs principaux qui nourrissent ma réflexion, on ne peut pas dire que je suis un grand expert de l'intelligence territoriale, mais moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la question de la mondialisation. Et pour ça, je lis beaucoup. Les principaux auteurs, c'est Samir Amin, que j'ai trouvé grand espoir. Puis aussi les derniers travaux d'Antonio Negri, comme Empire et Multitude, où est-ce qu'il réorganise ou réinvente un peu le mot impérialisme pour une question plus d'empire, la redéfinition de l'empire par rapport à la mondialisation, qui fait aussi que la réflexion sur le plan local, si vous voulez, nous amène à re-regarder ces choses-là d'une façon comment ça se produit, ça se reproduit chez nous, mettons, comme moi je vis à Montréal, dans la région, mettons, dans le territoire de Montréal, etc. Au niveau de la conception d'une notion de territoire, je pense que moi, au niveau conceptuel, c'est de voir, c'est d'aller plus loin que le territoire. En tant qu'historien, pour moi, les territoires ont existé avant les États-nations. Les États-nations ont été coupés, tranchés au couteau, souvent, par les empires, ensuite à des grandes guerres, ensuite à des intérêts économiques surtout. Donc, on a divisé des territoires qui étaient homogènes, naturels, culturellement, socialement, même politiquement, même surtout économiquement. Puis on a fait des divisions parmi ces gens-là. Le cas le plus frappant, pour moi, c'est l'Afrique. Donc, je pars toujours de ce concept-là qu'il faut refaire ces territoires-là, rejoindre les peuples qui ont été divisés pour des raisons purement économiques, pour en arriver finalement à les rejoindre, les regrouper, et puis tenter d'aller au-delà de la fameuse frontière d'État-nation. Sur la question des recherches, puis la réflexion théorique autour de la notion du territoire, je ne peux pas dire que j'en ai fait beaucoup, je lis comme tout le monde qu'est-ce qui se passe, mais vu que je suis beaucoup interpellé par le concept de la mondialisation néolibérale et la réponse à ça, c'est sûr que je regarde toute la notion, qu'est-ce qu'on appelle les souverainetés perforées, où est-ce que je vois aujourd'hui que l'État-nation est dans une phase de déconstruction. Ça veut dire que les États-nations ne sont pas aussi étanches, aussi, absolus au niveau du contrôle du territoire. Ça vient évidemment de la mondialisation néolibérale, c'est peut-être la seule chose positive que je peux trouver de la mondialisation néolibérale, c'est de voir que les États-nations sont en décomposition, on peut dire déconstruction, beaucoup plus. Et donc, ces souverainetés-là, qu'on a vues beaucoup plus étanches, beaucoup plus solides, beaucoup plus franches dans le passé, semblent vouloir se déconstruire. Et la notion de perforation, de souveraineté perforée, où est-ce que maintenant on voit de moins de juridiction sur les territoires. Il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau mondial avant d'agir sur le plan local, sur le plan national. Moi, je trouve ça positif, même si c'est quand même à partir d'une mondialisation néolibérale, mais ces réflexions théoriques, pour moi, ça se résume vers ça, vers ces conceptions-là. Je prends par exemple une proposition qui avait été faite sur la question extraterritoriale entre Montréal et une ville qui est au sud du Montréal, dans l'État de New York, qui s'appelle Lake Placid. C'est deux endroits, à deux moments différents, qui ont eu les Jeux olympiques, un d'hiver et l'autre d'été. Et pour l'été, l'hiver, on voulait faire quelque chose pour un jeu d'hiver, on voulait jumeler Montréal avec Lake Placid. Lake Placid dans l'État de New York, les États-Unis d'Amérique. Puis c'est à peu près, on pourrait dire, 110 km au sud de Montréal. On voulait jumeler les deux villes. Parce qu'on voulait faire, à ce moment-là, les
des Jeux olympiques d'hiver moins coûteux. Puis je pense qu'il faut que de plus en plus on voit ça. Mais ça a été coupé par les gouvernements. Le gouvernement de Washington, le gouvernement d'Ottawa qui disait tout Jeux olympiques doit être national. Et pourtant, les gens des deux régions étaient prêts à travailler ensemble, se séparer les événements. Et ça a été une première dans l'histoire, finalement, de créer un Jeux olympiques au-delà des frontières, puis peut-être pour une fois de vraiment comprendre que les Jeux olympiques, ça n'a rien à voir avec la nation, c'est tout à voir avec les territoires, puis tout à voir avec les peuples qui se rejoignent pour faire du sport. Donc, on a arrêté cette chose-là. Ben, au niveau des pratiques appliquées, il faut dire, cette réflexion théorique, c'est surtout dans mon engagement, au niveau de mon écriture surtout, et certains engagements au niveau militantisme. Je crois beaucoup à l'altermondialisation. Donc, j'écris beaucoup dans ce sens-là. J'écris beaucoup dans une revue qu'on appelle Alternative internationale, qu'on peut voir sur l'Internet, qui est quand même un journal qui va à travers la planète, qui est basé à Montréal, en passant. Donc, c'est surtout ça que j'écris. J'utilise beaucoup l'écriture et les forums qu'on me permet pour discuter de certaines choses-là, puis voir comment que les gens peuvent alimenter le débat et s'échanger, et surtout dans des colloques, et surtout au niveau des journaux internationaux, par rapport à rencontrer les autres, qu'est-ce qu'ils font chez eux, comment qu'on se voit. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je suis venu parler de l'intelligence territoriale, parce que moi, ça cadre très bien dans cette conception que j'appelle l'altermondialisation. Voir la mondialisation des peuples plutôt que la mondialisation strictement de l'argent. Donc, pour moi, c'est dans la même direction, dans la même atmosphère que ça se voit. Bon, au niveau des publications, c'est sûr que les derniers bouquins que je trouve qui touchent surtout les conceptions théoriques au niveau de l'altermondialisation, puis tout ce qui découle de ça, excusez-moi, c'est vraiment des gens comme John Holloway, il y a beaucoup des gens Louis Favreau, entre autres, qui est un ancien professeur ici, qui a fait beaucoup de travail sur la question de la mobilisation et sur la mondialisation, qui a travaillé beaucoup dans les milieux populaires aussi, ici au Québec. Donc, il y a aussi certains écrits qui viennent de plus en plus des États-Unis, comme malheureusement, il est mort, mais Christopher Nash, qui avait écrit beaucoup sur la question de comment voir les nouvelles sociétés. Un historien qui quand même voyait l'avenir, c'est assez curieux. J'avais déjà un historien dans le passé, mais voyait l'avenir. Donc, un développement de ce côté-là. Évidemment, j'ai déjà mentionné Antonio Negri et Michael Hart, qui quand même écrit des bouquins que je trouve très, très, très importants. Et évidemment, Manuel Castel, que j'ai mentionné dans mon discours, qui regarde la sociologie, le réseautage, les identités, qui évoluent, qui émergent partout sur notre planète, qui fait que finalement, même les frontières de l'État-nation ne servent plus à rien, sauf que des frontières pour nous empêcher de connaître l'autre, finalement. Je pense qu'en général, il faut soutenir toutes les initiatives que je qualifie de populaires, parce que finalement, ça émerge des besoins des populations, même si beaucoup les travaux, les études sont faites par les intellectuels et surtout les universitaires. Mais il faut déborder ce cadre-là. Et dans cette conception-là, moi, je pense que l'intelligence territoriale doit aller au-delà de simplement les lieux universitaires, puis commencer à entreprendre des démarches auprès des jeunes surtout, parce que justement, j'ai rencontré aujourd'hui un jeune qui a été chercher une terre un peu au nord de Gatineau, où on se trouve présentement, pour parler avec des cultivateurs qui avaient des terres qui n'étaient pas utilisées, puis il a pu acheter ou louer la terre pour les jeunes qui veulent retourner à la terre, ou créer une sorte d'industrie nouvelle, l'agriculture biologique, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a des initiatives qui se font à l'extérieur de l'université, et je pense qu'on est rendu à une étape où tout ça doit être jumelé. La connaissance sur le terrain, la connaissance intellectuelle ou académique, et là, chercher ça ensemble pour vraiment donner un élan tout à fait nouveau par rapport à comment est-ce qu'on voit l'avenir dans ce monde. Parce que je pense qu'on ne peut pas laisser ça uniquement dans les mains des gouvernements en place et surtout pas les économies en place, parce que je pense que ça n'aboutit pas. Je veux dire, on s'appauvrit plutôt que s'enrichir. Puis fondamentalement, qu'est-ce qu'on veut dans l'intelligence territoriale et aussi dans toute forme
de projets populaires, c'est qu'on veut que les gens s'enrichissent. Ça ne veut pas dire qu'on veut qu'ils deviennent tous des milliardaires, mais on veut quand même qu'ils s'enrichissent, qu'ils aient une qualité de vie, qu'ils sont capables de vivre avec voir leurs enfants grandir, puis vivre leurs rêves, parce qu'on a tous des rêves qu'on veut vivre, etc. Donc, ça semble un peu idéaliste et utopique, mais je pense que c'est ça que la mondialisation néolibérale a fait. A tué le rêve, a tué l'utopie. Je pense qu'il faut les redécouvrir, ces choses-là.